Bon, ben, c'est encore moi, je suis désolé. Alors maintenant, nous passons à quelque chose qui est beaucoup plus reposant pour nous ici, c'est de dialoguer avec les descendants ou conjoints qui ont eu la gentillesse de nous rejoindre. Et c'est très émouvant. Et je trouve que si on veut bien, j'ai envie de commencer par Andronikov. C'est la vision d'Andronikov, c'est lui qui a réussi à convaincre André Kaminker et Anne Jacob de lancer cette opération au cours d'un fameux déjeuner. Et moi, j'ai du mal à parler de Constantin Andronikov parce qu'il m'a mis le pied à l'étrier de la profession, de l'enseignement, du Quai d'Orsay, où j'ai pris son... Enfin bref, il m'a tout appris et je lui dois énormément. Et c'était un homme que donc j'ai appris à bien connaître et aussi au bout de pas mal de temps à tutoyer, ce qui n'était pas évident. Bon, Constantin Andronikov, je serais très curieux et j'aimerais demander à Marc Andronikov, qui est ici, je ne sais pas où, mais enfin, je sais qu'il est là. Il est là. C'est le plus jeune fils enfin, de Constantin et de Nathalie Andronikov. S'il peut nous dire si son père présentait en famille la même dualité extraordinaire que nous lui connaissions. Il avait un abord presque hautain dans certains cas, surtout quand il mettait les gens à leur place. Et quand quelqu'un lui disait, par exemple, « Ah, Constantin, ça va ?» et il répondait, « Ça, je ne sais pas, mais moi, je vais très bien, merci beaucoup. » Enfin bon, ça, c'était Constantin. Et en même temps, je l'ai vu danser chez les gitans, alors comment dirais-je, d'une truculence extraordinaire. Alors, j'aimerais demander à Marc si, en famille, il présentait aussi ces deux aspects. Je ne répondrai qu'un mot, certes. Oui, certes. Mais je voudrais passer, si on me permet, le micro à ma sœur, ici présente, qui a mieux connu que moi le début de laïque en famille, et pour qui c'était aussi une aventure, je pense. Merci beaucoup. En effet, mais c'est une très grande émotion pour moi, et je suis sûre pour mon frère, de me trouver ici aujourd'hui, de nous trouver ici aujourd'hui, et de rencontrer de l'intérieur cet laïc qui finalement a accompagné nos premières années. Laïc était dans notre berceau, hein. Dans le biberon, il y avait laïc. Donc, je voudrais juste très rapidement faire quelques remarques sur, en tant qu'enfant, qu'est-ce que c'était laïque pour nous. Alors, il y a eu deux choses qui ont marqué notre enfance. C'est d'une part la conception de ce que c'était que l'interprétation, et en quelque sorte l'interprétation, nous avons bien compris que ça n'était pas une technique, mais que c'est un art, et que donc ça nous a été transmis avec trois principes, trois valeurs fondamentales, qui sont la fidélité, d'une part, la rigueur et l'humilité. Et ce sont les trois valeurs, au fond, que nous ont été transmises par laïc, les valeurs de laïc. Fidélité, en effet, ne pas trahir. La rigueur, c'est la précision des termes, c'est de maîtriser la langue jusque dans ses idiomes. C'est de maîtriser, c'est de comprendre quels sont les halos sémantiques des mots dans plusieurs langues. En ce qui concerne l'humilité, eh bien, il s'agit, mais on l'a déjà évoqué ce matin,
de s'effacer devant la pensée d'un autre et d'être le passeur. Et en fait, cette position humble d'effacement personnel est parfois, pour l'interprète, je crois, en tout cas c'est l'idée qui nous a été transmise par notre Père, cette position est parfois très difficile à tenir par l'interprète et ça demande une énorme maîtrise de l'interprète sur lui-même parce que de temps en temps, on doit traduire des pensées qui sont, avec lesquelles on n'est pas du tout d'accord, qui sont contraires à nos propres valeurs. Et là, donc, ça demande une très grande discipline. Je pense par exemple, l'un des exemples, c'est ce qui s'est passé au procès Kravchenko, où mon père était interprète justement, mais avant même l'existence de laïque. Et puis évidemment, en tant qu'enfant, nous, dans cette... ça a été, eh bien, c'est justement la question que Christopher posait il y a un instant, eh bien, nous avons été soumis à cette discipline. Notre père avait pour nous une exigence considérable et une intolérance considérable. Une intolérance, par exemple, il nous était interdit de mélanger des langues en parlant. Il nous était interdit d'utiliser des à peu près. Justement, le ça va est un bon exemple. Chaque mot devait avoir un sens précis. Et alors, aussi, l'interprète de conférence, pour nous en tant qu'enfants, c'était l'émerveillement. C'était l'émerveillement. Alors évidemment, il y avait les absences du père, qui étaient très souvent, il n'était pas là. Mais quand il revenait, c'était l'émerveillement. C'était l'émerveillement parce qu'il avait plein de récits à nous raconter sur tous les pays qu'il avait visités, toutes ces cultures qu'il avait rencontrées, les personnes, la diversité et parfois l'extravagance des personnes qu'il rencontrait. Ça, c'était absolument extraordinaire. Et puis, il nous rapportait des objets. Et par exemple, je me souviendrai toujours de la fourchette qui servait à manger le grand-père, qui nous a rapporté des îles Fidji. On mettait le grand-père sur le cocotier, puis on secouait le cocotier, et puis si le grand-père tombait, on le mangeait avec cette cuillère en bois, cette fourchette en bois qu'il nous a rapportée et que nous avons toujours dans un placard. Alors, c'était l'émerveillement, parce que pouvait-on croire à ces histoires? On ne sait trop. Et puis, nous étions émerveillés face à la diversité des thèmes qui étaient abordés. Enfin, ça pouvait aller, je ne sais pas, de la vie sexuelle des fourmis jusqu'à l'intérieur de l'atome, le boson de Higgs avant qu'il ne fût découvert, etc. Donc c'était extraordinaire et nous avons compris que l'interprète de conférence devait avoir une culture absolument très au-dessus de la moyenne. Et enfin, nous étions émerveillés par ce qu'il nous racontait des incidents de séance qui avaient lieu pendant les conférences. Je me souviens, par exemple, quand tout à coup, on ferme le micro parce que l'orateur parle trop vite. Alors, hop, et puis dans la salle de conférence, le silence se fait, il n'y a plus d'interprète. Voilà, scandale. Donc, il y avait toute une quantité d'incidents comme ça, de séances provoquées par l'interprète qui, évidemment, prend les choses en main et n'aime pas se laisser marcher sur le pied. Et donc, en conclusion, je voulais juste dire que pour nous, laïcs, c'était aussi un émerveillement face à cette fraternité qui semblait exister au sein de cette association. Donc, merci beaucoup et bon anniversaire. Et comme on dit en russe, mnoga liata pour toutes les années futures. Merci beaucoup, Anne. Alors, travailler avec André Camaquet était assez émouvant parce que comme on sait, il ne prenait pas de notes, sauf les chiffres. Et alors, comme il fermait les yeux, on ne savait pas s'il
écoutait ou s'il n'écoutait pas. Alors, au début, j'ai pris des notes absolument tout le temps. Et puis après, j'ai appris à déceler qu'il était en train de... Enfin, qu'il allait interpréter. Et c'était très impressionnant. Alors, quand il était chef interprète à Strasbourg en 1949-50, il avait ses 2 fils qui étaient là, Jean-Pierre, le plus jeune, et Alain. Eh bien, Jean-Pierre est là aujourd'hui. Il était, je crois, en Hippocagne. Et j'avais envie de lui demander enfin, comment lui, est-ce qu'il se rendait compte ce que son père représentait pour nous. Pour moi, c'était franchement mon grand-père spirituel. Et donc, je me sens un peu frère de Jean-Pierre, à qui je donne la parole. Eh bien, je remercie avec beaucoup d'émotion Christopher Thierry de se souvenir de m'avoir vu à Strasbourg. C'était dans l'année scolaire 50-51 et j'étais en Hippocagne à l'époque au lycée Fustel de Coulanges. Mon frère était étudiant en droit. C'est la tranche de ma vie, on pourrait dire la seule, où j'ai senti une intersection entre ce qu'il m'arrivait et puis ce qui était en train de naître, c'est-à-dire votre association. Moi, j'ai le sentiment d'avoir assisté, en somme, à la préhistoire de l'AIC. Mon père était au centre d'une constellation. J'étais, je pense, et je peux le dire avec le recul du temps, je pense que j'étais sensible à cet esprit de corps dont mon père était le bénéficiaire. En somme, on sentait autour de lui quelque chose que Christopher vient d'évoquer. Ça se concrétisait une fois par an par des circonstances gastronomiques extrêmement intéressantes. Camincker était l'invité de ses subordonnés dans un restaurant de Strasbourg, où nous avons donc été, mon frère et moi, invités aussi. C'était le Crocodile. Alors je ne sais pas si le Crocodile est resté un endroit recommandable aujourd'hui, mais c'était très bien à l'époque. Est-ce que ça a compté dans ma formation? Je serais tenté de dire que oui. Un jeune homme, j'avais 18 ans, gagne quelque chose à sentir la considération qui entoure son père. D'autant plus que c'était pour lui une période difficile. Il avait à éponger, en somme, le contentieux familial qui tenait à son différend avec son épouse et puis surtout à se battre avec les effets de sa longue absence, puisque pendant qu'il était dans la France libre, pendant plus de 4 ans, nous avons survécu, ma sœur, mon frère et moi, dans des conditions un peu hasardeuses et surtout dans une communion avec la mère qui ne profitait pas tellement au père une fois revenu. Alors, comment s'en est-il tiré avec l'indulgence de l'octogénaire et la lucidité de l'octogénaire? Je peux dire qu'il s'en est pas mal débrouillé. Et cette époque-là faisait partie de son programme de rapprochement avec ses enfants, puisque c'est l'avant-guerre mise à part, c'est la seule période dont je me souvienne au cours de laquelle nous ayons cohabité avec mon père. Il avait un très joli appartement rue de la Maison, peu importe. Il avait un très joli appartement à Strasbourg dans lequel il était heureux de recevoir ses amis et de faire vivre ses 2 enfants. Alors je dis qu'il s'en est bien tiré. Il s'en est tiré par beaucoup de sérénité et beaucoup de sollicitude. Et j'ai, quant à sa sollicitude, une anecdote à raconter sur laquelle je vais finir. C'est une histoire
à laquelle je tiens beaucoup. J'avais passé le bac en 50 et vous savez tous qu'en 50, à part cet événement qui était mon bachot, il y avait aussi la guerre de Corée qui commençait. Et mon père nous avait, ça fait 3 événements notables, il avait payé à ses fils tout ce qu'il faut pour faire du camping à vélo. Donc 2 vélos, une tente, les sacoches, tout. Un Primus qui était un petit réchaud qui marchait à essence. Et nous sommes partis pour la Bretagne à vélo depuis Paris avec une prescription paternelle qui nous obligeait à visiter la poste centrale d'un certain nombre de villes qui étaient sur notre parcours pour nous assurer qu'il n'y avait pas à notre intention un message. Et pourquoi un message? Eh bien parce que l'époque était tellement tendue et il pouvait raisonnablement, je crois, tellement craindre un déclenchement de la guerre mondiale qu'il voulait nous tenir à portée de ces messages pour nous donner l'ordre de revenir à Paris. Je pense qu'on ne serait pas revenu à vélo, mais en train, s'ils avaient marché. Mais comme vous le savez, le pire n'est pas arrivé. J'aime bien raconter cette histoire. Elle peut avoir un certain relief pour des gens comme vous qui êtes professionnellement confrontés avec les convulsions de l'histoire. Mais elle est parlante pour la sollicitude paternelle à laquelle certainement nous devons beaucoup. Merci Jean-Pierre, comme quoi nous sommes peut-être plus heureux que nous ne le savons. Voilà. Alors aujourd'hui. André avait un frère qui était très actif et connu comme interprète qui s'appelait Georges Camincker, qui a longtemps travaillé aux Nations Unies, parce que je me souviens qu'un jour, il m'avait dit qu'on lui avait, c'était quand c'était de la consécutive, quand un monsieur était venu le voir à la pause en disant vous savez, je pourrais vous obtenir un chèque extrêmement important si vous voulez bien, lorsque vous annoncez la pause café, d'ajouter ou Coca-Cola. Voilà. Mais, alors, avec un peu de regret dans la voix, Georges m'a dit eh ben non, j'ai pas pu. Alors, Robert est là. Il va nous parler de Georges. Robert étant le fils de Georges, si je ne m'abuse, parce qu'il y a plusieurs générations de Camincker. Oui, ici, il se trouve que je suis le fils aîné de Georges Camincker. Mes 2 frères et ma sœur sont malheureusement décédés. Je suis le seul de cette génération-là qui reste. Je voudrais simplement d'abord remercier tout le monde ici, mesdames et messieurs, de l'invitation qui nous a été faite. Elle nous touche, elle me touche moi et elle touche mon épouse qui m'a accompagné durant 65 années depuis que nous sommes mariés et m'a accompagné dans toutes les missions que j'ai eues moi-même, non pas comme interprète, mais comme fonctionnaire international à l'ONU. Il se trouve aussi que ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est insister un tout petit peu sur l'internationalisation de ma famille. Notre second fils est interprète, comme peut-être vous le savez, à Genève. Il doit prendre sa retraite au mois de février et sera parmi vous, je crois. Je ne sais pas s'il est membre déjà ou pas, mais il sera certainement membre parce qu'il va vouloir, comme à peu près tous les interprètes qui prennent leur retraite, continuer à travailler en freelance. Les autres membres de sa fratrie, c'est son frère aîné qui est consultant international et qui, je crois, depuis une dizaine d'années, couche plus dans un avion que chez lui. La sœur a épousé un entomologiste néerlandais qui, lui, voyage aussi. Elle le suit.
Et nous venons d'avoir un mail ce matin nous disant qu'il venait d'arriver à Iquitos au Pérou où son mari doit faire des recherches. Nous avons aussi aujourd'hui le fils de Roger Camincker, c'est-à-dire celui qui est interprète. Il se trouve derrière moi, il s'appelle Christophe, il est là avec son ami. Il n'est pas interprète, mais il est fonctionnaire à l'OCDE, donc il est aussi dans la carrière internationale. Sa sœur, Mélissa, se trouve en ce moment à Nairobi en train de travailler dans des organisations non gouvernementales humanitaires. Et je pense que dans la question de l'internationalisation de la famille, je pourrais aussi citer un certain nombre de pays avec lesquels il y a des histoires, c'est-à-dire l'Indonésie, l'Autriche, la Russie, etc. Mais je pense que je vais m'arrêter là parce que, à mon avis, l'internationalisation future de la famille, pour reprendre les 60 années suivantes de laïque, je pense que cette internationalisation va continuer. J'en vois tous les signes précurseurs. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup, Robert, et merci pour cette concision, d'ailleurs. Ça, c'est parce que nous avons eu un petit échange où moi, je jouais mon rôle de Cerbère pour dire, voilà, il faut limiter parce que nous n'aurons pas beaucoup de temps. Mais le message est très, très bien passé. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, j'ai travaillé avec Marie-France Scunk, qui s'appelait elle Rosé à l'époque d'ailleurs, et c'était une expérience tout à fait impressionnante en consécutive. Ça se passait à l'OSCE, ancêtre de l'OCDE, et les interprètes en consécutive étaient à une petite table au milieu du fer à cheval. Ce n'était pas une très grande salle. Le cas précis que me vient à l'esprit, et Marie-France, qui était une interprète absolument hors pair. D'ailleurs, Danica Seleskovic disait toujours que c'est Marie-France qui lui avait appris l'interprétation à HEC. Et c'est une référence quand même. Mais alors, Marie-France, quand elle travaillait, elle avait un bloc. Et puis, dès qu'elle avait fini une page, elle faisait ça. Alors, le résultat, c'est qu'au bout de quelque temps, nous étions un îlot entouré d'une sorte de mer de feuilles de papier, de papier blanc, et c'était très apprécié. Et les délégués, d'ailleurs, trouvaient ça assez rigolo, mais ils étaient tellement subjugués par la précision et l'élégance de l'interprétation. Donc bon, avec tous maintenant, est-ce que son fils a quelque chose à ajouter par hasard? Oui, merci. Je suis touché de pouvoir dire quelques mots sur ma mère Marie-France. Laïque a fait partie de la vie de la famille. Et effectivement, je me retrouve dans ce qui a été dit précédemment. Mais ce que je voulais aussi, c'est donner peut-être un autre aspect, une autre dimension. C'est que Marie-France était comme mère, une mère très disponible pour nous. Elle partait en voyage, elle partait dans des pays qui, à l'époque, étaient très lointains. Maintenant, tout le monde voyage, mais à l'époque, c'était... Mais elle revenait et elle était pleinement là pour nous, disponible. Et elle avait, enfin, même si elle maîtrisait son travail d'une façon étonnante, mais elle savait aussi s'en dégager. Et je pense que c'est quelque chose qu'elle a acquis assez tôt. On a retrouvé sa correspondance qu'elle avait avec ses parents, qu'elle a eue pendant très très longtemps, et entre autres toute sa correspondance de l'époque de Nuremberg. C'est en fait une lecture assez passionnante. Et on aurait pu penser qu'une jeune de 22 ans aurait ressenti